Après s'être déjà embrouillé contre Dwayne Johnson, Vin Diesel se serait à nouveau enflammé, cette fois-ci contre Jason Momoa, car le nouveau venu de Fast and Furious 10 volerait la vedette à celui qui ressemble à l'entrejambe de Manuel Ferrara en tenue de travail, mais à ce rythme-là de seum, l'acteur qui incarne Groot pourra bientôt jouer un spin-off intitulé Moi je s'appelle Groot, dans lequel le drôle de végétal s'amusera à tuer tous ses potes dans la forêt pour être sûr qu'aucun arbre ne lui fasse de l'ombre. Avis aux Marseillais, aux Marseillaises, mercredi 14 juin prochain, j'aurai le bonheur d'animer une battle de dessin entre Bruno Bessadi et Richard Di Martino qui vous présenteront aussi deux élèves à eux, puisque ce sont les cofondateurs du Zarma Atelier à Marseille et qu'ils enseignent à l'école de Condé aussi. C'est à la médiathèque Salim Atoubou dans le 15e arrondissement de Marseille. L'événement commence à 15h, la battle durera environ 1 heure. C'est dans le cadre du festival de BD BIM à Marseille qui se déroule sur tout le mois de juin. C'est toujours de très bons moments, donc n'hésitez surtout pas si vous êtes disponible. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 402e JT Comics. C'est gros coup marketing manqué pour Apple. C'est pas parce qu'ils n'ont pas signé avec Decathlon pour fabriquer leur tout nouveau casque de ski high-tech. Non, c'est surtout qu'ils n'ont pas appelé ce nouveau casque de réalité augmentée, je sais pas quoi, trafiqué, aïe. Eh oui, même si à 3500 balles le casque, on aurait pu plutôt l'appeler aïe. Mais bon, passons plutôt aux news de la semaine. Miles Bourne. Across the Spider-Verse est digne d'un enfant de 14 ans. Non pas que je sois en train de relayer la propagande de Mademoiselle, qui aurait mieux fait de se rebaptiser Madame si c'est pour nous servir un bordel pareil. Non, c'est juste que c'est littéralement digne d'un enfant de 14 ans, puisque c'en est un qui a réalisé une des séquences d'animation du film. Les Kwakubé ont du talent, preuve que quand on s'amuse sérieusement, ça peut déboucher sur de belles choses. Il s'appelle Preston Mutanga, il a 14 ans, donc il est canadien et, attention à quelques spoilers pour le Across the Spider-Verse, si vous voulez vous pouvez sauter à la news suivante avec la barre de défilement, mais c'est lui qui a réalisé la séquence en Lego dans le film, puisqu'il s'amuse à animer sur sa chaîne YouTube plein de choses en Lego. Il avait recréé la première bande-annonce du film en Lego et il était loin de se douter que ça lui vaudrait un coup de fil de la part de Sony, des producteurs du film, pour l'inviter à venir travailler sur le film, ce qu'il a fait accompagné de son papa. C'est une belle histoire en plus. Une autre belle histoire aussi qui est anti-logique comptable, c'est que le second opus du Spider-Verse, qui a habilement réussi à nous faire oublier qu'il n'était qu'une partie 1 alors qu'au final on le savait tous, bien a plus que triplé son box-office et donc ses recettes accumulées pendant le premier week-end d'exploitation aux États-Unis seulement, avec 120 millions de dollars. Comme quoi c'est bien de lui avoir donné sa chance et de ne pas s'être arrêté à ce que les studios auraient pu qualifier de résultats décevants pour le premier opus, surtout que c'est amplement mérité pour ce film qui certes est un peu moins intimiste que le premier, qui tire sur de plus grosses ficelles mais qui est loin de sombrer dans la parodie pleine de fanservice et plein de choses un petit peu grossières qu'elle aurait pu être si jamais elle était tombée entre de mauvaises mains. Ce que j'aime, c'est ce que Miles vient dire du déterminisme, puisque son costume est fait du même rouge que la peau d'Hellboy, pour ne citer que lui, et surtout ce que ça vient dire de façon un peu plus métafictionnelle du caractère parfois un peu redondant, rébarbatif, cyclique de toutes les histoires de comics depuis 60 ans, voire 80. Miles, c'est le protagoniste de son histoire qu'il veut faire avancer à sa guise contre l'antagoniste, la friction avec Miguel O'Hara qui lui est prêt à accepter l'horreur parce que c'est comme ça. Il y a des éléments canoniques qui font que tant d'histoires de Spider-Man se ressemblent, mais pas celle-ci, et c'est ça qui en fait sûrement une des meilleures adaptations de comics au cinéma de tous les temps. Et on verra comment vont se débrouiller la horde de projets qui ont été soit confirmés, soit annoncés par Sony à la suite de cette Spider-Mania. Miles Morales aura droit à son film en prise de vue réelle, Spider-Woman aussi, bien qu'on ne sache pas trop qui se cache derrière le masque, et c'est confirmé la pré-production de Spider-Man 4 avec Tom Holland qui va revenir en Spider-Man bite et couteau du MCU, donc débarrassé de tous les artifices des phases 2 et 3 du Marvel Cinematic Universe, serait en cours mais en pause pour respecter la grève des scénaristes aux États-Unis. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce Across the Spider-Verse dans les commentaires. Nouveau Monde. Et dans le reste de l'actu ciné, un témoignage déchirant. Je ne parle pas de celui de l'ex-otage Benjamin Brière, mais bien de celui de Chris Hemsworth, l'acteur qui a déclaré que même les potes de ses gosses, à 8 ans, trouvent Thor 4 encore plus claqué au sol que Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man 2 ou Black Widow dans Avengers Endgame. Mais en même temps, on l'a tous vu le film, pour le clasher, pas besoin de déplacer Wojtek ou Eminem, Big Flo et Oli suffiront amplement. Même l'acteur, qu'on verra bientôt dans Extraction 2, reconnaît qu'ils se sont peut-être un petit peu trop laissés emporter, un peu trop amusés, et que le film en est devenu stupide. Alors,
Je suis pas pour que tu fasses la gueule en allant travailler, Chris, mais si c'est ce qu'il faut pour avoir une adaptation digne de ce nom du dieu du tonnerre, et bien alors que tout le monde tire la tronche de Clint Eastwood en plateau. Ben oui, comme ça on n'en parle plus, hein, ou alors la tronche que tire John Bernthal quand il incarne son personnage du Punisher, hein, qui d'ailleurs est à l'origine d'une rumeur cette semaine, qui est à prendre évidemment de la même façon que Marvel se comporte avec ses artistes des effets spéciaux, hein, avec de grosses pinces, des homards. Hein. La rumeur, ça serait que John Bernthal reviendrait à l'occasion d'une série sur Disney+, hein, pour le personnage qui en plus vient tout juste d'achever sa grande réinvention, menée par Jesus Saiz, Paul Aceta et Jason Aaron, une réinvention qui intervient dans le cadre du personnage qui est trop souvent récupéré par les mouvements d'extrême droite, les mouvements fascistes aux États-Unis et même un petit peu partout dans le monde, même un petit peu trop associé à l'armée, avec laquelle il devrait plutôt être en opposition. Le Punisher possède désormais une nouvelle mission que je ne vais pas vous spoiler puisque le run n'est pas encore sorti en VF. Hein. J'espère quand même que quelqu'un chez Marvel réalisera que quoi qu'il fasse, le personnage sera récupéré par ces gens-là qui ne lisent probablement pas de comics ou alors qui s'en foutent royalement. D'ailleurs, hein, le symbole qu'on voit toujours, c'est souvent le crâne de 2003 du film avec John Travolta et Thomas Jane, hein, et que peut-être on revienne aux sources, celle du Punisher Max, pourquoi pas, c'est l'un des meilleurs. Du changement aussi pour Captain America 4, puisque le prochain film qui mettra en scène le héros étoilé au bouclier ne sera finalement plus intitulé New World Order, qui serait, selon certains, associé à certaines théories conspirationnistes antisémites, et s'intitulera désormais Brave New World, qui est aussi le titre d'un roman d'Aldous Huxley, qui est traduit en version française par Le meilleur des mondes, comme Voltaire, donc avec son Candide, hein, et qui en anglais est plutôt une référence à Shakespeare et sa Tempête, hein, un monde glorieux. Moi j'aime bien ce nouveau titre, je le préfère d'ailleurs, avec sa lasagne d'intertextualité, il y a plein de références, il y a un petit peu de dystopie qui flotte au-dessus de nous, et on verra d'ailleurs comment s'en accommoderont Sam Wilson et Indiana Ross. Hein. Et puis pour ceux à qui il tarde de revoir la jeune Pipistrelle de Gotham City, mauvaise nouvelle, hein, le tournage de The Batman 2 de Matt Reeves serait décalé de 6 mois, mais et la sortie serait quand même maintenue à octobre 2025. Bon, on sera là pour toi, Pattinson. Hein. Et puis attention, la dernière bande-annonce du prochain dessin animé consacré aux Tortues Ninja a déclenché une petite rumeur, celle selon laquelle le film serait suivi d'une série qui viendra approfondir, hein, et poursuivre les aventures des 4 tortues, une série toujours produite par Seth Rogen, hein, et on a eu droit en plus sur Twitter à un montage un peu bidon avec 4 tortues un petit peu mal foutues, mais ça a eu le mérite de faire débat sur leur bandeau, puisqu'avant elles n'étaient pas distinguables par leur couleur, les tortues, la couleur du bandeau, ils étaient tous rouges, au moins comme ça c'est fait. Et on termine avec des news du grand Flash au temps, puisque après Stephen King, après Tom Cruise, c'est au tour d'Henry Cavill de donner son avis sur le film. Alors il est rapporté cet avis par Sacha Caillé, qui joue Supergirl dans le film où il y a 2 Batman et 2 Flash, mais on en parle un petit peu moins quand même. Hein. Alors attention, Henry Cavill aurait adoré. Voilà. Hein, évidemment qu'on parlera un petit peu plus de ce film qui servira de bouton reset du DCU dès la semaine prochaine. Maxi Comics. Avalanche de news comics comme je les aime, avec évidemment le Spider Mojo qui se répercute du ciné directement dans les comics, et le scénariste Dan Slott qui revient sur son personnage supérieur Spider-Man, hein, celui dans lequel Otto Octavius, Octopus, entrait dans le corps, l'esprit de Peter Parker, et qu'en plus il lui prouvait qu'il pouvait être un meilleur super-héros que lui, se lancer dans un concours de qui a la plus grosse tentacule, hein, et si vous trouvez que ça c'est dégueulasse, et bien attendez d'en voir la version japonaise, hein, puisqu'Otto Octavius va se réveiller du coma dans une collégienne. Et ça c'est ça, là ça sera réservé à l'application du cultissime Shonen Jump, et on verra comment Otto Octavius se débrouille dans le corps d'une gamine de 14 ans. Ça risque de le changer, et la minote elle risque d'avoir de bien meilleures notes en physique-chimie. Et puis attention, les aventures de Captain America suivent son cours. Actuellement il y a 2 séries, une dans laquelle on suit les aventures du Captain America officiel, hein, le visage de l'Amérique, Sam Wilson, et une autre dans laquelle on suit les aventures de Steve Rogers, un petit peu plus personnelles, par Kelly et Lansing, hein, qui font un travail remarquable, qui rappelle bien la petite époque Ed Brubaker. Mais tout ça va changer après le crossover Cold War, après un numéro 750 qui viendra célébrer le personnage et toute son histoire. Et bien c'est John Michael Straczynski qui va reprendre les rênes de la prochaine série Captain America avec l'artiste Jesus Saiz, et ça tombe bien puisque il est considéré comme l'un des meilleurs pour écrire, hein, le héros qui s'habille avec le drapeau américain. Il est considéré comme celui qui a écrit un des meilleurs dialogues dans les pages de la série Spider-Man à l'époque de la Civil War, où Steve Rogers venait expliquer à Peter Parker que peu importe ce que pensaient les autres, même s'ils étaient tous et très nombreux à penser l'inverse, eh bien il fallait tenir ses principes et faire ce qu'il nous semble bon. Hein. Alors ça marche bien quand c'est Steve Rogers qui le dit, moins quand c'est juste Roger, président de l'association,
attention, fini le papier, se torcher avec les doigts, il n'y a que ça de vrai. Et il me tarde de lire tout ça, en papier justement. Et puis pour tous les nostalgiques des comics des années 90, le co-créateur de Deadpool avec Fabian Nicieza, Rob Liefeld, revient à l'occasion de la série Deadpool Badder Blood, et on aura une version, le penchant féminin de Shatterstar, elle s'appellera Shatterstorm, elle viendra du même univers, le Mojoverse, et ça sera aussi une mercenaire très douée qui va probablement faire des pieds et des mains pour venir tuer son collègue de travail, son collègue tout court, Deadpool. Et puis d'ici, cela joue un petit peu comme Marvel pour venir classer ces nouveaux comics qui sortent, puisqu'ils veulent l'argent de la numérotation des reboots, l'argent de la numérotation historique, tout ça pour avoir tout simplement le cul des lecteurs, puisque le numéro 135 de Batman possédera aussi la numérotation que l'on surnomme Legacy, historique, ça sera le numéro 900, ça c'est si on compte tous les titres de Batman sortis depuis 1939, ou que ceux qui nous arrangent, ce genre de numérotation on connaît. Et il n'y a pas que certaines habitudes éditoriales qui s'amusent à passer de Marvel à DC, et vice versa, rassurez-vous, c'est de bonne guerre. Il y a aussi certains créateurs, puisque la scénariste Kelly Thompson va désormais écrire pour DC, elle va relancer le titre Birds of Prey avec le dessinateur Leonardo Romero, et là apparemment un des personnages principaux de la série, ça sera évidemment Black Canary, on lui souhaite bon vent à Kelly Thompson. On avait eu droit à une série sur les personnages en 2002, un film 18 ans plus tard que beaucoup préfèrent occulter d'ailleurs. Et enfin on termine avec une théorie, je pense que pour être l'un des meilleurs duos créatifs des comics, Ed Brubaker et Sean Phillips sont simplement pactisés avec le diable qui leur a dit ok, mais alors il faudra pas passer plus de 9 mois sans sortir un bouquin dans lequel on trouve des morts, puisque après le Night Fever qui sort la semaine prochaine en VO et dès l'automne chez Delcourt Comics, eh bien on va avoir droit à Where the Body Was, le nouveau titre pour décembre prochain, dans lequel l'amour et le meurtre vont se rencontrer, on sait pas trop comment, mais on sait que ça sera une histoire qui sera racontée à travers 10 points de vue différents qui vont tous venir s'entrechoquer. Ça c'est mon genre d'histoire, c'est ma cam. De toute façon, dès qu'on voit Ed Brubaker, Sean Phillips, j'achète aveuglément. À la Daredevil, et ça sortira probablement un petit peu plus tard chez Delcourt qui a d'ailleurs fait une belle petite prise puisqu'ils ont récupéré ce qu'on appelle les droits de préférence, à savoir la priorité pour savoir s'ils vont éditer ou non tous les titres qui paraîtront sur le futur éditeur Distillery, qui est fondé par les anciens de Comixology avec des grands noms du genre Scott Snyder, Ram V, James Tynion de Force, Lee Garbett, Elsa Chartier, pour ne citer que, mais il y en a plein d'autres. Lisez, cette semaine j'ai été happé, c'est rare que ça arrive ce genre de truc, puisque j'ai reçu le dernier titre de 404 Comics qui s'intitule Apparition dans le ciel de Berlin-Est par le scénariste Jeff Loveness, le dessinateur Lisandro Esteren et le coloriste Patricio Delpech, c'est un putain de trio, et je l'ai feuilleté comme ça machinalement, et je me suis rendu compte arrivé à la fin du chapitre 1 que j'avais été happé par ces dessins, par les mots parfaitement ciselés de Loveness qui arrive à rendre parfaitement aussi la traduction de Laurent Kessy, et ce qui commence comme l'histoire d'un espion à Berlin-Est pendant la guerre froide. C'est pas du tout un cadre historique qui m'intéresse particulièrement, donc j'aurais pas forcément été attiré par cela. Eh bien il me tarde vraiment au contraire de savoir son aventure, puisqu'il va être envoyé à Berlin-Est, et il va découvrir que les soviétiques sont en possession d'une arme d'un nouveau genre, venu peut-être d'ailleurs. Il me tarde d'en savoir plus sur cette apparition, de la lire surtout dans des bonnes conditions. Ça commence par Pourquoi monte-t-on, rien à voir avec les Bogdanov, mais surtout c'est dans un format grand qui permet de laisser respirer l'art, et ça c'est génial. C'est chez 404 Comics et on en reparle très bientôt. En attendant, je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics que j'espère qu'il vous a plu. Merci d'être toujours aussi nombreux à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait chaud au cœur. Merci d'être aussi nombreux à réagir dans les commentaires sur YouTube où vous êtes les bienvenus. Je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. À réagir aussi sur les réseaux sociaux. Vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. Ça, c'est tous les mardis et c'est bientôt depuis 8 ans. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Il n'y a pas qu'avec The Flash que certains pourraient aller donner à la banque de sperme, rien qu'en crachant. Il avait soutenu à la présidentielle de l'époque. L'animateur Arthur se verra remettre la Légion d'honneur par l'ancien président Nicolas Sarkozy ce jeudi, prouvant qu'il n'y a pas que dans le multivers et qu'il n'y a surtout pas que le vendredi que tout est permis.